En fait, je vais vous parler là, de la communication familiale dans le contexte de l'oncogénétique aux adultes, mais également aux enfants mineurs en deuxième partie. Si jamais il y a des questions, on y revient à la fin, mais si jamais c'est des choses qui ne peuvent pas attendre, n'hésitez pas à m'arrêter, il n'y a pas de problème. Alors, plus en détail de quoi qu'est-ce que je vais aborder? Bien, en fait, je vais reprendre des grands éléments de l'histoire familiale de cancer, puis les principes de communication. Puis je vais par la suite aborder les différents éléments qui sont pertinents à la communication, entremêlés de témoignages réels de participants qui ont participé à nos études dans un programme de recherche. Alors, ce sont tous des témoignages véridiques. Et il y aura également des conseils pour informer votre parenté d'un résultat de test génétique, par exemple. En deuxième partie, je vais parler davantage des enfants, enfants mineurs, enfants jeunes adultes, et des ressources pour aller plus loin, pour ceux et celles qui voudraient aller plus loin. Alors, depuis qu'on sait que les gènes BRCA augmentent le risque de développer certains cancers, les familles où il y a de nombreux cas de cancer peuvent être testés afin de savoir s'ils sont porteurs d'une mutation génétique. L'information qui provient d'un test génétique est particulière, entre autres parce qu'elle contient des notions de probabilité qui sont difficiles à expliquer. Également, ça a des implications pour la personne qui est testée, mais également pour les membres de sa famille. C'est également une communication qui génère beaucoup de... Je suis interrompue, oui? Il y a un site en particulier dont le micro est ouvert. Vérifiez que tous vos micros sont ouverts. On entend des petits bruits. Encore, j'entends encore des petits bruits. Parfait, je continue. Ça semble bien. Je m'excuse. Alors, en fait, oui, c'est ça. Donc, ce que je dis, c'était une information qui génère beaucoup d'émotions. Et c'est important de communiquer l'information génétique parce que ça peut, entre autres, aider vos apparentés à prendre des décisions qui concernent leur santé, comme par exemple de recourir ou non à un test génétique. Alors, c'est une information qui est bien importante. Lorsqu'on explore une histoire familiale de cancer, c'est important de considérer 3 générations. En fait, vous avez ici en rouge, avec le numéro 1, vous avez le premier degré qui en fait concerne les parents, les frères, les sœurs et les enfants. Vous avez également le deuxième degré en bleu qui comprend les grands-parents, les petits-enfants, les neveux, les nièces, oncles et tantes. Et le troisième degré, à ce moment-là, en vert, ce sont les arrière-grands-parents, arrière-grands-oncles, grands-tantes, arrière-petits-enfants, les cousins, les cousines. Donc, c'est important quand on fait une histoire familiale de cancer de considérer toutes les générations dans l'historique de cancer. Ça en fait du monde. Donc, je vous présente Lily Sean, qui c'est un petit personnage de bande dessinée. Par contre, c'est une dame qui a été traitée au CHUM il n'y a pas tellement longtemps d'un cancer du sein et elle a créé une bande dessinée pour illustrer son histoire. Et donc, j'ai pensé l'illustrer un peu partout dans ma présentation. Donc, ça se peut qu'on revoie Lily à quelques reprises. Donc, vous allez voir, c'est également un témoignage vécu. Également, mais le fait d'être porteuse de mutation, on a 50 de probabilité de transmettre la mutation à chacun de nos enfants, et ce, complètement au hasard. Donc, même si je ressemble à maman, c'est aucunement prédicteur du fait qu'on peut être porteur de mutation, c'est vraiment le hasard qui décide. Et lorsqu'on est non-porteur, eh bien, on ne transmet pas la mutation. Ce qu'on n'a pas, on ne transmet pas. Alors, de ce côté-là, c'est une bonne nouvelle. De quoi on parle quand on parle de communication familiale en génétique? Bien, en fait, ça peut comporter plusieurs choses. La collecte de l'histoire familiale de cancer pour les premières personnes qui sont testées en génétique, donc de faire l'historique complet de la famille. Tout le processus de consultation en génétique. Ça peut également être l'annonce d'un résultat de test génétique, ce sur quoi je vais un peu plus me concentrer ce soir. Ça peut être les discussions qui concernent le suivi médical, la transmission héréditaire, probablement que j'en passe. Donc, la communication, c'est très large et ça peut toucher un peu tous ces sujets, surtout quand on parle de cancer, bien, on va chercher une large gamme de communication. Alors ici, on a Lily qui nous dit « Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec la généticienne. Aujourd'hui, je vais savoir si je suis comme Angelina. »
J'ai pas très peur, j'ai même plutôt hâte. Et puis, c'est un peu comme ôter un pansement, c'est pas agréable, mais plus vite c'est fait, mieux c'est. Alors, je compte jusqu'à 3. Et malheureusement, Lily nous annonce qu'elle est porteuse d'une mutation BRCA1. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, en fait, une des principales motivations qui ressort de la littérature pour recourir aux tests génétiques, c'est d'obtenir l'information pour les membres de la famille et pour les enfants. Par contre, ces personnes vont se retrouver avec un peu la responsabilité de transmettre cette information-là aux apparentés, ce qui peut représenter un certain défi émotionnel. Elles peuvent ressentir des sentiments contradictoires, comme se sentir un peu responsable de transmettre l'information, mais sans vouloir bousculer les proches. Elles peuvent ressentir donc un sentiment de fardeau et d'isolement, surtout si c'est la première personne qui communique. Et il y a certaines personnes qui peuvent percevoir cette information-là comme être porteur d'une mauvaise nouvelle pour la famille. Alors, on a Joanne ici, 54 ans, porteuse, qui nous dit « Quand j'ai su mon résultat, je ne l'ai pas accepté. J'ai vécu un mois de down. Mon conjoint m'a dit d'en parler aux enfants. Ça m'a pris un bon 6 mois avant de leur dire. » Alors, c'est un vrai témoignage. C'est des choses qui peuvent être vécues là, dans les familles. Donc, prendre le temps de s'adapter aux résultats, puis avoir à le communiquer, ça peut être difficile là, pour certaines familles. Pourquoi c'est important d'en parler? Bien, en fait, pour pouvoir donner l'occasion aux membres de votre famille de consulter en génétique, d'obtenir des assurances. Je ne parlerai pas beaucoup des assurances ce soir, on va avoir une conférence expressément pour ça, mais ça peut faire partie là, des éléments importants. Ils vont également bénéficier d'un suivi médical adapté à leur niveau de risque, adapté à la situation familiale. Ils pourront également être référés en génétique pour avoir une rencontre de conseil génétique, une rencontre qui va leur permettre d'avoir un bon nombre d'informations pour prendre une décision éclairée par rapport au test génétique ou au suivi. Ça peut également permettre de répondre à certaines questions, comme par exemple, pourquoi ça nous arrive à notre famille, qu'est-ce qui se passe chez nous. Donc, ça peut permettre d'avoir certaines réponses et également, pour certaines personnes, d'être rassurées, tout simplement, qu'il y a des options de suivi, puis, ou alors qu'ils sont non porteurs. Donc, ça peut être une façon de rassurer également. À quel moment en parler? Souvent, c'est une contrainte qui est rapportée par les personnes, à savoir c'est quoi le bon timing, comment gérer la discussion. Alors, en fait, c'est important de prendre le temps d'assimiler vous-même la nouvelle d'abord et ça dépend vraiment des personnes. Il y a des gens qui vont préférer discuter de toute leur démarche en génétique dès le départ avec tout le monde, sans trop de difficultés, et d'autres vont attendre d'avoir leur résultat de test avant d'en parler. Donc, c'est deux façons acceptables de le faire. Donc, c'est vraiment au choix de chacun. Comme ici, on a deux exemples. On a Mélanie qui nous dit « Je ne leur ai pas dit que je faisais des démarches en génétique jusqu'à ce que j'ai le résultat de test, puis là, je leur ai communiqué le résultat. » Et Julien, lui, contrairement à Mélanie, a dit que sa famille savait qu'il allait à l'hôpital pour sa divulgation. Donc, en arrivant, ils lui ont demandé quel était le verdict et il leur a spontanément dit qu'il était porteur. Alors, deux situations différentes, deux situations vécues, deux situations acceptables. À quel moment en parler? Bien, en fait, j'en ai parlé un petit peu, mais il n'y a pas de moment parfait là, pour partager ce type d'informations. L'important, c'est quand vous vous sentirez prêt. Prêt, vous aurez assimilé l'information, vous allez vous sentir suffisamment confortable pour l'annoncer. En attendant, vous pouvez penser déjà aux personnes à qui vous vous sentez à l'aise de communiquer, à quel endroit ça va avoir lieu, à la façon d'organiser la conversation, puis les conséquences possibles de la nouvelle. Donc, il y a certains membres de famille qu'on peut s'imaginer. Donc, c'est un peu de faire un plan d'action de la façon dont on va communiquer. Par rapport à la communication, il y a également la proximité familiale. Il y a différentes sortes de distances. Par rapport à la distance émotionnelle, c'est certain que c'est normal qu'on se sente plus à l'aise de communiquer avec des gens avec qui on est proche. Donc, on est proche de ma tante, c'est normal qu'on ait plus de facilité.
Il y a également la distance génétique. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les membres de la famille près de nous, nos frères, nos sœurs, nos parents, nos enfants, sont plus susceptibles d'être informés de l'information que le deuxième, le troisième degré, je vous parlais tout à l'heure. Souvent, ça peut s'apparenter d'une pensée que j'informe ma mère de mon résultat, donc j'imagine qu'elle va informer elle-même ses frères et sœurs. Donc, des fois, ça peut s'accompagner de ce genre de pensée-là, ce qui n'est pas toujours nécessairement vrai. Je vais aller un petit peu vite, mais en fait, là, pardon. Il y a également la distance géographique. En fait, c'est sûr que c'est plus difficile d'initier des contacts avec les membres de la famille avec qui on les voit une fois par année, à des moments où c'est plus ou moins facile d'entreprendre des conversations. C'est sûr que c'est important là, aussi d'inclure tous les gens, même les gens qui habitent dans d'autres pays, de se trouver des stratégies pour pouvoir aller rejoindre ces gens-là. Alors, Jasmine nous dit, elle, que dans sa famille éloignée, ils sont très nombreux. J'ai 12 oncles et tantes du côté de ma mère. Ils ne sont pas tous proches de moi. Alors, j'en ai parlé au cours de conversation quand le sujet tombait là-dessus. Mais je ne suis pas sûre que toute la famille le sache. Alors, il y a des gens qui se sont connectés, on vous entend. Seulement fermez votre micro, je vais continuer. Et bonne soirée. Donc, c'est ça, en fait, Jasmine, une nombreuse famille, on s'y perd quand même facilement. Alors, c'est une situation là, qui peut survenir certainement. Dans la dynamique familiale, bien, en fait, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une certaine sexualisation de l'information. En fait, on se rend compte que les femmes sont d'emblée plus mobilisées par les contacts. Elles initient beaucoup les contacts avec la clinique en génétique, les conversations dans la famille, plutôt contrairement aux hommes. Également dans les familles où il y a une communication ouverte ou des familles qui ont déjà discuté de la maladie ou en général de tout sujet, ça semble être plus facile également de communiquer l'information génétique. Il ne faut pas oublier également que la communication, ça peut être influencé par les expériences de cancer passées. C'est sûr, si on vient d'une famille où il y a eu de nombreux cas de cancer, plusieurs décès, c'est certain que c'est un sujet difficile à aborder, donc on garde ça en tête là, quand on a à communiquer. Puis, il y a peut-être aussi dans votre famille une hiérarchie à respecter, des règles non dites. Souvent, ça peut se faire de parents à enfants. Donc, on se rend compte que ça se fait beaucoup intra-cellule familiale, donc des parents aux enfants, plutôt que de cousin à cousin. Souvent, on a moins l'occasion de les voir. C'est peut-être aussi une façon là, qui est commune dans votre famille de communiquer. Comme on a Mélanie qui nous dit « On n'en a pas parlé aux hommes, on vient d'une famille où les affaires de filles, on ne parle pas de ça avec nos frères. » Alors, dans sa famille, ça fonctionne comme ça, c'est plus tabou, donc ça peut arriver, peut-être même que ça vous est arrivé aussi, ça semble moins urgent, donc avec les hommes, la communication, c'est pas toujours d'emblée par rapport à la génétique. À qui en parler? Bien, tout ça pour dire que tous les membres de votre famille biologique sont concernés. Les beaux-frères, les belles-sœurs, on les aime beaucoup. Ils peuvent être très aidants dans la situation, mais ce n'est pas eux qui sont impliqués, ce sont vraiment les membres biologiques. Vous pouvez déterminer à l'avance à qui vous vous sentez à l'aise de transmettre les informations, les gens plus près de vous. Si jamais c'est plus difficile, vous pouvez aussi demander à des personnes qui le fassent en votre nom, des personnes là, qui pourraient communiquer pour vous l'information. Et ne pas mettre de côté les hommes. C'est sûr que par rapport aux mutations BRCA, on parle beaucoup de cancer du sein et de l'ovaire. C'est sûr qu'il peut y avoir aussi des implications pour les hommes à un âge plus avancé et également pour leurs descendants. Donc, c'est important de ne pas les laisser de côté. Comment en parler? Bien, en fait, il n'y a pas de façon miracle. C'est vraiment vous, selon la dynamique de votre famille, la géographie, vos façons de communiquer d'habitude. Vous allez pouvoir choisir une méthode la plus appropriée vu le contexte. Donc, vous pourriez faire une rencontre en personne, par téléphone, par Skype, par courriel. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de bonne méthode. C'est certain que
l'idéal, c'est de le faire en personne. Ce n'est pas toujours possible. Si toutefois vous décidez d'organiser une rencontre, ça peut être un contexte plus formel, une réunion familiale par exemple. Vous pouvez aussi demander à votre conjoint, à une amie de vous assister pour vous aider. Il y a le temps des fêtes qui s'en vient. On se dit, ouais, je vais voir tout le monde. Est-ce que c'est le bon moment de faire ça? Ça dépend des familles. C'est certain que si vous avez déjà parlé de ce sujet-là, si vous avez de bonnes relations familiales, ça peut être un bon choix. Ça dépend vraiment de vous, comment vous vous sentez là, à travers tout ça. Sinon, ça peut être par téléphone, par Skype, vous décidez d'un moment. Dans le fond, c'est de s'assurer d'avoir suffisamment le temps pour discuter et répondre aux questions des apparentés, là, si jamais il y en avait. Et pour les gens qui demeurent plus loin ou avec qui on a plus de difficultés, bien, ça peut être d'écrire une lettre. De les inviter en fait à vous contacter ou à contacter votre conseillère en génétique. Il peut même y avoir des modèles de lettres disponibles en clinique là, qui vous sont offerts directement par votre conseillère. Vous pouvez en faire la demande. Donc, ça peut être une façon également très acceptable là, de le faire. Qu'est-ce qu'on dit maintenant? Bien, gardez un langage simple. En fait, gardez en tête que vous en savez probablement plus que les membres de votre famille sur la génétique des cancers si vous avez eu un conseil génétique. Donc, vous savez que c'est une information qui est quand même complexe. Ça prend un certain temps pour assimiler l'information. Vous pouvez aussi parler de votre expérience en génétique. Ça peut être une façon d'aborder la chose, comment vous l'avez vécu, qu'est-ce qui s'est passé en fait pour un peu introduire tout ça. Également, préparez-vous à recevoir des questions. C'est certain que ce n'est pas votre rôle de remettre, là, de parler de l'intégralité du conseil génétique que vous avez eu. On ne vous demande pas ça. Mais si jamais il y a des questions simples, des choses auxquelles vous êtes à l'aise de discuter, ça peut être possible. D'ailleurs, j'ai mis là, le livret consulté en génétique. En fait, c'est un livret qui est remis ici là, en clinique à l'hôpital Saint-Sacrement et même ailleurs, là, probablement que les gens le connaissent. Ça peut être utile de reprendre des éléments factuels, de revoir l'information avec eux, avec des dépliants là, comme celui-là. Quel genre de questions les gens pourraient avoir? Bien, en fait, c'est quoi BRCA? Qui d'autre dans la famille pourrait avoir ça? Donc, des questions peut-être là, sur eux, leurs descendants, les membres de la famille. Donc, soyez à l'aise de répondre à ce que vous êtes à l'aise, en fait. Et n'oubliez pas que le conseil génétique va fournir plus de renseignements. S'il y a des questions, les gens veulent en savoir plus, veulent aller plus loin, référez-les à votre conseillère en génétique ou à la clinique où vous êtes allé pour répondre davantage à leurs questions. À quoi puis-je m'attendre? Bien, en fait, généralement, la communication ne modifie pas les relations, ou en tout cas très peu. Alors, mais c'est sûr qu'il faut se préparer à différentes émotions, différentes réactions. C'est certain qu'il y a des gens qui peuvent être se sentir coupables, anxieux, ou même contents de le savoir. Donc, il y a toutes sortes de réactions qui peuvent arriver. Puis ce sont des émotions qui sont normales. Donc, on peut s'y préparer. Là, en fait, il faut garder en tête qu'on n'est pas responsable de la façon dont les gens vont réagir. On transmet l'information, puis les gens réagissent comme ils peuvent avec l'information qu'ils ont. Donc, il ne faut pas se sentir coupable de leur réaction. Vous allez peut-être également vous rendre compte qu'il y a des gens qui sont très contents d'avoir l'information, qui veulent aller plus loin, et d'autres qui ne sont vraiment pas à l'aise d'en savoir plus à ce moment-ci, ou qui sont même un peu mal à l'aise avec ça. Donc, c'est deux réactions qui sont normales et possibles. Donc, c'est de s'adapter un peu au contexte et puis de voir en fait comment ça réagit, puis garder en tête que la dynamique peut évoluer. Donc, c'est sûr qu'au fur et à mesure qu'on intègre cette information-là, qu'on va chercher davantage d'outils d'information, bien, la dynamique peut changer, les réactions des gens également. Donc, il ne faut pas s'en faire si sur le coup, ça peut être plus bouleversant. Ça risque de changer, d'évoluer dans le temps. Ici, on a Guy qui nous dit « Je suis très franc et je n'ai pas eu de gêne ou d'hésitation du tout à en parler à ma nièce. J'étais sûre qu'elle aurait dit oui au test dans un premier temps, mais j'ai senti qu'elle était paniquée. »
Alors, réaction que Guy ne s'y attendait probablement pas. L'histoire ne le dit pas, mais on ne sait pas, peut-être que cette nièce-là, sa mère est décédée d'un cancer du sein, ça l'a fait paniquer. Donc, c'est le genre de réaction qui peut arriver, là, puis c'est tout à fait acceptable. Si les membres de votre famille veulent en savoir plus, à ce moment-là, n'hésitez pas à fournir les coordonnées de votre propre spécialiste, votre conseillère à la clinique où vous êtes allé. C'est certain que s'il y a une mutation qui est déjà identifiée dans votre famille, l'idéal, c'est de remettre une copie du rapport de test, en particulier si les membres de la famille consultent dans une autre clinique que vous. À ce moment-là, la copie du rapport est importante, puis ça agit comme une prescription pour les membres de votre famille. Puis également, si jamais ils ont besoin de connaître les autres cliniques, la conseillère est vraiment, va pouvoir vous aiguiller sur les autres cliniques à travers le Québec et hors du Québec. Si jamais ils veulent être référés, là, ça, il n'y a pas de problème. Et en fait, c'est certain que le médecin n'est pas en mesure de pouvoir informer les apparentés. Donc, c'est un élément important aussi là, qui fait que vous êtes, dans le fond, le messager dans tout ça. Alors ici, on a encore Lily. Lily, la famille Sean ici, qui dit, dans sa famille, on a plein de cicatrices. Et là, on voit des petites flèches, un grain de beauté ici, une cicatrice là. Et là, bien, il faut qu'elle annonce qu'elle a aussi des cicatrices à l'intérieur, une mutation du gène BRCA1. En fait, je me sens responsable. J'ai l'impression que c'est de ma faute. Alors, je ne pouvais pas faire une conférence sur la communication familiale sans parler de la culpabilité. C'est certain que c'est vécu par tous de différentes façons. Et en fait, d'où ça vient la culpabilité? Bien, ça vient de l'impression d'avoir commis une faute. C'est beaucoup plus fort que la notion là, de bien ou de mal. Ça vient de croyances erronées. Et ça dépend aussi de l'éducation qu'on a vécue, de nos croyances personnelles. Donc, c'est très abstrait comme concept. Et bien, dans quelle situation on devrait se sentir coupable? C'est certain que si on a la volonté de nuire, à ce moment-là, on devrait se sentir coupable. Par contre, on peut se sentir désolé, fâché, impuissant, mais la culpabilité est inutile. En fait, c'est même dévastateur, surtout quand ça nous torture l'esprit. Alors, on a la mère de Lily qui dit « Mais non, tu es la chevalière de notre famille et tu vas nous sauver. Regarde ça dans l'autre sens. » C'est vrai que quand on regarde la situation sous un autre angle, finalement, savoir qu'on a cette mutation, c'est une chance. On sait contre qui lutter, qui est notre ennemi. Beaucoup de gens ont des modifications génétiques et ne sont pas au courant ou on ne sait pas encore les détecter. Et sa mère nous dit, et je sais que c'est difficile de ne pas culpabiliser, juste à penser que cette mutation peut venir de moi, je culpabilise déjà. Alors, on a la culpabilité de maman ici. À gauche, on a les membres de la famille de Lily. Alors, on a en haut les parents et la culpabilité de l'avoir transmis à leurs enfants. On a également la culpabilité de Lily de l'annoncer. Et on a la culpabilité des frères et sœurs, soit de ne pas avoir la mutation ou de l'avoir et de l'avoir peut-être transmis. Alors, ça se vit à différents niveaux. Même les personnes qui ressortent avec un résultat non porteur, ils vivent la culpabilité également. Donc, ils posent tous leur sac qui représente la culpabilité et ils se disent, en fait, pourquoi culpabiliser pour quelque chose qu'on ne contrôle pas? Alors, c'est sur cette bonne note qui nous laisse là, sur le sujet de la culpabilité. Pour diminuer le sentiment de culpabilité, bien, en fait, vous pouvez vous rappeler des raisons qui vous ont motivé à consulter en génétique. Que vous n'êtes pas responsable de la maladie ou du diagnostic là, de l'anomalie génétique familiale. Il est également impossible de changer le bagage génétique qu'on a reçu à la naissance. La maladie ne détermine pas qui vous êtes en tant que personne ou en tant que parent. Et en fait, il est inutile de se tourmenter pour des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. Et en fait, l'idéal, c'est d'en parler avec vos proches. Si vous sentez que les gens se sentent coupables ou qu'il y a des émotions un peu plus difficiles, parlez-en ensemble. C'est la meilleure façon de pouvoir passer à travers là, cette étape-là. Alors, ce qui m'amène à vous parler des enfants.
En fait, là, je tiens à remercier ma collègue Ariane Santerre-Teil, qui est étudiante avec nous dans notre équipe, qui a fait un énorme travail. En fait, c'est pas elle qui donne la présentation ce soir, mais d'habitude, c'est elle. Donc, elle a fait le travail de revue de littérature. Tout ce qui ressort là, dans cette présentation-là, ça vient de témoignages réels de parents qui ont participé à nos études. Puis ça vient un peu de ce qui ressort là, comme évidence scientifique. Alors, je vais tenter de faire mon mieux. Et en fait, la différence avec les enfants, c'est que contrairement aux adultes, mais les enfants n'ont pas accès aux tests génétiques avant d'être majeurs et idéalement avant d'avoir la maturité nécessaire pour pouvoir consulter en génétique. Mais malgré tout, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une majorité de parents qui communiquent leurs résultats à leurs enfants mineurs, mais ils éprouvent des difficultés à savoir comment, quand, quoi dire aux enfants, comment l'aborder et tout ça. En fait, ce qui devrait ressortir davantage de cette présentation-là, ce qui est le plus important, c'est qu'il n'y a pas une bonne façon de le faire et que vous êtes la personne la mieux placée pour en discuter. Vous connaissez votre enfant, vous pouvez un peu mieux anticiper ses réactions. Donc, en tant que parent, là, vous êtes l'expert de votre enfant, donc n'hésitez pas à y aller avec votre style, votre propre feeling. C'est vraiment l'élément le plus important ici. Mais comment on aborde le sujet avec les enfants, comment lui annoncer quelque chose sans pas le torturer, là j'ai peut-être un mot un peu gros, mais en fait pour éviter de l'inquiéter, puis qu'il comprenne en fait, qu'il reparte avec un discours qu'il comprend et avec lequel il est à l'aise. Mais en fait, ici, ça va faire guise de plan de présentation. C'est quelques questions là, que les parents se posaient et se posent là, quand vient le temps de communiquer. Quels sont les avantages, les inconvénients? On s'adapte à son résultat de test génétique. OK, comment? Il faut également considérer le contexte familial. Quoi dire à l'enfant? Comment il pourrait réagir? Comment le rassurer? Puis c'est quoi le bon moment pour en parler? Alors, parmi les avantages de parler du résultat avec un enfant mineur, en fait, il y a la possibilité de transmettre l'information à sa manière. Il y a également, ça permet également de donner la possibilité à l'enfant de s'adapter plus facilement puis d'intégrer l'information à son identité. Alors qu'il est mineur, donc il grandit avec cette information-là, donc ça peut faire partie des avantages. Je l'ai dit un peu plus tôt peut-être, mais c'est sûr que communiquer l'information génétique, ça peut resserrer les liens familiaux. Alors, même chose dans le cas des enfants. L'enfant peut être reconnaissant d'avoir été informé de la mutation génétique. Il peut être content de l'apprendre de son parent plutôt que d'un autre membre de la famille. Ça peut également l'aider à comprendre qu'il n'est pas responsable des émotions que son parent vit. Les enfants, c'est des éponges, donc c'est sûr que si on ne file pas une journée, il peut y avoir des questionnements, puis ça permet de mettre certaines réponses. Ça peut également faciliter les décisions qui vont l'affecter avant d'être majeur, comme par exemple la prise de contraceptifs oraux pour les femmes, les filles. Également, prendre de bonnes habitudes de vie dès le départ, ça peut être un bon moment aussi pour en parler. Et ça peut également préparer l'enfant à l'éventualité où un membre de la famille développe un cancer. Parmi les inconvénients, c'est certain que le cancer du sein et de l'ovaire, ça ne touche pas les enfants, donc il y a absence d'avantages médicaux pour eux alors qu'ils sont mineurs, donc ça peut faire partie des désavantages. Ça pourrait également inquiéter l'enfant pour sa santé ou pour la vôtre. En particulier, si vous avez déjà été atteint de cancer, c'est certain que ça peut l'inquiéter par rapport à ça, et créer de l'anxiété chez lui. L'enfant pourrait aussi aborder le sujet à des moments inappropriés ou à des moments où vous aimeriez mieux ne pas en entendre parler ou ne pas y penser. Ça peut également être difficile émotionnellement de répondre aux questions de l'enfant, donc il faut voir si on est prêt à le faire. Et peut-être que les autres membres de la famille ne sont pas d'accord avec votre décision. Il peut y avoir d'autres inconvénients, d'autres avantages. C'est une série, en fait, qui peut s'adapter vraiment à votre contexte. Donc, des avantages et des inconvénients, il peut y en avoir là, pour chaque personne différente.
S'adapter à son résultat. Mais en fait, avant d'en parler, l'idéal, c'est d'avoir pu prendre du recul par rapport au résultat, d'avoir pu, d'où le mot s'adapter. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible, c'est certain. En fait, on peut passer à travers une gamme d'émotions, comme de la colère, de la culpabilité. Ça peut durer longtemps, moins longtemps, ça dépend des gens. Ça varie en intensité et en durée. En fait, c'est qu'avant de s'engager dans le processus de communication avec l'enfant, il est important de se sentir prêt et calme à le faire pour pas que nos émotions interfèrent dans les discussions avec les enfants. Comment savoir si on est prêt et calme, prêt à en parler? Bien, en fait, j'ai une série de questions ici qui peuvent vous aider à faire le point sur votre situation puis voir si vous vous sentez prêt à entamer la conversation. Donc, vous pouvez vous demander comment ai-je réagi lorsque j'ai appris mon résultat? Comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Est-ce que je serais prête à le faire? Est-ce que je serais capable d'en parler sans pleurer? Des fois, les larmes, c'est inévitable. Est-ce que j'ai le goût d'en parler actuellement? Est-ce que je serais capable de répondre aux questions de mon enfant? Donc, ce sont toutes des questions qui peuvent vous aider là, à faire le point sur comment vous vous sentez. C'est également important de considérer le contexte familial. En fait, le premier point, c'est l'autre parent, le père ou la mère de l'enfant. C'est important que l'autre parent soit au courant de votre intention d'en discuter, ou même lui ou elle peut avoir sa propre opinion sur le sujet. Il y a aussi la possibilité que l'enfant aille voir l'autre parent, soit pour être rassuré ou pour lui poser des questions. Donc, c'est important que l'autre parent soit au courant, qu'il puisse aussi apporter du soutien à l'enfant. Il y a peut-être aussi des occasions où c'est l'autre parent qui est plus souvent seul à seul avec l'enfant, ou comme une sortie père-fils, par exemple. Donc, il y a peut-être plus d'occasions d'en parler avec lui. Alors, c'est de voir là, à ce que chacun des parents soit conscient puis soit en mesure de se soutenir l'un l'autre aussi. Également, si on a plusieurs enfants, il faut se poser la question si on veut les informer tous en même temps ou seulement certains. En fait, il y a certains parents qui ont décidé de seulement informer les plus vieux. À ce moment-là, c'est important de convenir avec l'enfant que vous allez vous-même informer les enfants les plus jeunes en temps et lieu, au moment opportun. Donc, c'est un peu de prendre cet engagement-là avec les plus vieux. Donc, c'est possible. Il y a aussi, si vous désirez le faire tous en même temps ou individuellement. Donc, ça peut être, par exemple, autour d'une table, un samedi soir au souper. Ça a des avantages, des inconvénients. Dans le fond, les plus vieux peuvent peut-être être un peu plus alarmés, ou en tout cas avoir des questions un peu plus poussées qui peuvent aider les plus jeunes à comprendre ou inquiéter les plus jeunes. Ça dépend comment on voit ça. Donc, c'est vraiment selon votre style familial. Il y a aussi les cousins-cousines, mais en fait, ce sont vos frères et sœurs. Est-ce qu'eux ont informé leurs enfants de la présence d'une mutation génétique? C'est important de le savoir, encore avec Noël qui s'en vient, dans le fond, pour éviter que les enfants qui ne sont pas au courant surprennent une conversation sur le sujet ou sont finalement informés par d'autres membres de la famille, ce qui pourrait être plus dommage. Donc, c'est de voir avec votre fratrie là, quels étaient le plan pour eux. Puis également, essayez de voir si c'est une période propice. C'est certain que si on vit une période difficile dans la famille, un deuil, une séparation, c'est peut-être pas le moment. Donc, il y a peut-être là une façon de planifier à quel moment on va pouvoir en parler. Avant de choisir ce qu'on veut dire à notre enfant, c'est aussi important de se poser la question si lui se sent prêt, selon vous, à recevoir cette information, à avoir la discussion. Peut-être que c'est une période plus difficile pour lui ou elle, les examens scolaires, une peine d'amour, par exemple. Donc, ça peut être des choses à considérer aussi dans la discussion. Encore là, je vous ai mis des questions pour vous aider à faire le point sur la situation. Donc, pourquoi est-il important pour moi de parler de mon résultat? Quelle information suis-je à l'aise de donner? Suis-je capable de m'expliquer clairement et en utilisant les mots justes?
Et est-ce que l'information que je veux donner à mon enfant est appropriée pour lui? Alors, ça peut être des questions qui vous permettent là, de voir la pertinence. Et en fait, quelques conseils. Gardez l'information simple et claire. C'est certain que c'est une information qui est complexe. C'est important de l'adapter aux caractéristiques de votre enfant, l'âge qu'il a, son niveau de maturité, si c'est un enfant qui a tendance à être anxieux, sa compréhension du sujet. Les enfants peuvent déjà avoir des connaissances en génétique ou en cancer, donc adaptez-vous un peu à leur style. Aussi, il est important de penser, bien en fait, c'est certain que c'est avec les enfants ou même avec les adultes, c'est le début d'une longue conversation. En fait, c'est un premier début. Vous allez avoir plusieurs occasions d'en reparler dans le futur, au fur et à mesure qu'il va grandir. Donc, vous pouvez organiser là, votre conversation autour de 2 ou 3 éléments, dépendamment du contexte. Si vous planifiez une chirurgie préventive, par exemple, concentrez votre conversation autour de ça. Si vous sentez plus fatigué, par exemple, ou des symptômes quelconques, vous pouvez vous concentrer là-dessus. Une bonne façon de savoir si l'enfant a compris, c'est de le questionner en retour. Souvent, les enfants peuvent, dépendamment de l'âge, peuvent retenir seulement certains mots ou, on a l'impression qu'ils ont compris, mais finalement, on se rend compte qu'ils sont en train de jouer au Lego, puis ils se mettent à parler de cancer ou de génétique. Donc, ça peut ressortir dans les jeux, ça peut ressortir dans leur façon de se comporter, donc de le questionner, soit quelques jours après, quelques semaines, quelques mois, pour voir qu'est-ce qu'il a compris, qu'est-ce qu'il vit par rapport à ça. Ça permet aussi de lui laisser savoir que la discussion est ouverte, que vous êtes ouverte à en parler avec lui à différents moments, qu'il ne se sente pas gêné de le faire. Comment pourrait-il réagir? Ça dépend encore une fois des enfants. Vous pouvez déjà avoir une idée, vous connaissez vos enfants, ça ne sera peut-être pas différent, peut-être que oui. Ça dépend. En fait, il y a des enfants qui sont contents, reconnaissants de le savoir. Il y en a d'autres qui sont fâchés, d'autres qui sont inquiets pour vous, pour lui-même. Ça dépend vraiment de l'âge auquel ils sont rendus. Il y a des enfants qui peuvent trouver la situation carrément injuste, d'autres qui ne réagiront pas. Ils vont rester silencieux, ils vont retourner jouer comme si de rien n'était. Alors, ça peut être des réactions toutes possibles et acceptables. Puis également, essayer de prendre en considération si jamais il y a des choses auxquelles on n'est pas au courant. En fait, peut-être que les enfants ont eu une dispute aujourd'hui, une peine d'amour qu'on ne sait pas. Donc, des petites choses qu'ils vivent qu'on n'est pas nécessairement au courant puis qui peuvent faire qu'ils réagissent un peu plus fortement ou pas, dépendamment. Donc, comment on peut rassurer notre enfant s'il a des questions, on sent qu'il y a des si on sent qu'il y a des inquiétudes, c'est en fait de le rassurer d'abord sur sa sécurité, sur sa santé à lui, la vôtre. En fait, c'est de lui rappeler que le cancer du sein et de l'ovaire, ça ne touche pas les enfants et que, en fait, le test génétique, c'est présenté comme une façon de prendre en main sa santé et un avantage pour la famille. Vous pouvez aussi vous rappeler qu'un résultat positif ne veut pas dire avoir un cancer, donc c'est important de l'expliquer aux enfants. Expliquer aussi qu'une ressemblance physique, ça ne veut pas dire qu'il a hérité de la mutation, donc si je ressemble à maman, ça ne veut pas dire. Donc, c'est important de le mentionner. Tenez-le au courant de votre état de santé. Il va être reconnaissant de le savoir. Il peut vous guetter, vous observer. S'il sent que vous êtes plus déprimé, c'est aussi pour un peu bloquer les fausses croyances ou un peu le hamster qui tourne dans leur tête, d'y aller avec les faits puis le rassurer. Puis, vous pouvez, comme je le disais plus tôt, l'encourager à adopter de saines habitudes de vie dès le départ. Consommer de l'alcool avec modération, ne pas fumer, faire de l'exercice physique, on les connaît tous, donc ça peut être une bonne façon également. C'est quoi le bon moment? En fait, ça dépend des gens. Il y a des gens qui le font dans un contexte plus formel, d'autres non. Donc, formel, comme j'avais l'exemple un samedi soir au souper, où tout le monde autour de la table, ou ça peut être dans la voiture, on va le reconduire
au hockey, puis finalement, oups, c'est le bon moment. Alors, ça dépend, tout s'est fait et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Il faut seulement s'assurer d'avoir l'attention de l'enfant, pas de iPad, pas de iPhone. Pour pouvoir vous laisser la place pour discuter puis répondre à ces questions. Un endroit où vous ne serez pas dérangé, où idéalement vous aurez le temps nécessaire pour répondre à ces questions. De préférence en personne, ce n'est pas toujours possible dans toutes les familles, mais idéalement avec les enfants pour avoir vraiment la réaction physique, de la façon dont ils vont réagir, étant donné que c'est une information qui les implique directement, qui peuvent être inquiets, donc idéalement en personne. Il y a aussi des parents qui décident de ne pas en parler, ce qui est très correct et acceptable. En fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'en temps opportun, l'enfant va devoir être informé de la mutation génétique de la famille pour qu'il puisse avoir accès au suivi adapté, pour qu'il puisse avoir recours au test génétique éventuellement s'il le souhaite. Donc, c'est important qu'il le sache en temps et lieu. Ce que vous pouvez faire, c'est donner le nom complet de la mutation. En fait, il y a des parents qui choisissent de prendre l'information, la mettre en lieu sûr, que ce soit une photocopie de la lettre, du test génétique, des dépliants, le livret consulté, enfin, tout ce qui peut s'y rapporter. Ça peut être, par exemple, il y a des parents qui choisissent de le mettre avec le testament, par exemple. Il y a d'autres parents qui choisissent de nommer une personne en leur nom pour pouvoir l'annoncer. Seulement, il faut s'assurer que la personne soit à l'aise et ait les informations en main. C'est aussi une façon de faire. Mettre une lettre explicative dans un endroit sûr, comme je vous le disais, avec les dépositions testamentaires. Et une autre façon de faire aussi, c'est d'assurer l'enfant avant qu'il soit adulte. J'en parlerai pas trop, on va en parler plus tard, mais c'est aussi une possibilité qui peut être faite avant qu'il soit adulte. Et en fait, il faut vous rappeler aussi, je vais aller un petit peu vite, mais en fait, il faut vous rappeler aussi que la génétique, c'est un domaine en constante évolution et que probablement, lorsque vos enfants auront atteint l'âge adulte, peut-être qu'il y aura d'autres mesures qui pourront les aider. Donc, il faut garder en tête que tout va évoluer très vite. Alors, on peut garder espoir par rapport à ça. Alors, je vous présente en fait notre Lily tout le long que vous avez vu. En fait, elle est présentée ici. Vous avez les 2 bandes dessinées qu'elle a fait pour raconter son histoire. Puis vous avez également l'adresse de son blog et sa page Facebook si vous voulez la suivre. La présentation va être disponible sur notre site web. Alors, vous allez pouvoir retourner, cliquer sur les liens. C'est très, très intéressant, humoristique, donc je vous invite à aller la lire. J'ai mis également les cliniques d'oncogénétique si jamais vous êtes intéressé pour les membres de votre famille. Donc, vous pourrez également retourner voir les cliniques dans le PowerPoint. J'ai mis quelques ressources. En fait, en plus du Centre Rose, vous savez qu'on offre des ressources de soutien, d'information, des groupes de soutien, du jumelage téléphonique. Le livret consultant génétique, je l'ai montré tout à l'heure, mais il est disponible. Si jamais vous en avez, vous ne l'avez pas eu, vous en avez besoin, contactez-nous, il n'y a pas de problème. L'organisme Willow.org, qui est en fait un organisme canadien pour les femmes touchées par le cancer du sein héréditaire ou non. Il y a également beaucoup d'informations sur ce site. Il y a le réseau Aidant qui a créé une série de webinaires pour les partenaires de personnes atteintes de cancer du sein ou de l'ovaire, qui a été enregistré, qui est très intéressant, que vous pourrez également retourner voir. Le document « On n'est jamais trop jeune » pour les jeunes femmes atteintes de cancer du sein. Le projet Continuum avec qui on collabore pour les soirées info-partage. Il y a également beaucoup d'informations sur ce site. Et si vous êtes intéressé à rencontrer des personnes via le web, il y a un groupe d'entraide sur Facebook pour les personnes porteuses ou non, en fait, les personnes en oncogénétique, BRCA1, BRCA2, information et partage d'expérience. Alors, ça peut être très aidant des fois ce sont des petites questions ou autres. Et je vous ai mis également des ressources pour parler du cancer avec les enfants. Si jamais vous avez besoin de discuter davantage de la maladie, il y a des ressources qui existent. Et il y a également de la littérature pour les enfants, donc plus comme des livres d'histoire qui sont disponibles. Et si vous avez des questions, je demeure disponible pour vous.